Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des populations d'outre-mer vis-à-vis de leur territoire. Je suis Nicolas, un jeune martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Ismaël. Bonjour Ismaël. Salut tout le monde. Salut, comment vas-tu? Bah écoute, je suis en très bonne santé, j'ai un petit verre de jus à la main, donc tout va bien. Tout va bien, tout est calme, tout est bien, ok. Ça va, merci. Alors, petite information pour nos auditeurs. Alors, il faut savoir que Ismaël et moi, du coup, on se connaît. On n'est pas des inconnus. Donc, on s'est connus en prépa, notamment, donc en Martinique, au lycée de Bellevue. Voilà, donc ça fait depuis 2012. Ouais, 2012, ça fait déjà un bail. Ça fait déjà un petit moment, effectivement. Oui, bientôt les 10 ans, on va les fêter. Faudra savoir comment on fait ça, mais ça va se fêter. Ouais, on va s'organiser pour faire ça, effectivement. Alors, du coup, on va commencer ce premier épisode. Du coup, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire de quel département d'outre-mer es-tu originaire? D'accord. Bah du coup, moi c'est Ismaël, donc tu l'as défini au départ. Donc moi je suis, on va dire, un métissage. Je suis issu d'un métissage. Donc mon père est sénégalais. D'accord. Et ma mère est effectivement martiniquaise. Ok, d'accord. Donc plus précisément foyalaise, donc okay. De Fort-de-France pour ceux qui connaissent. Représente, comme on dit. Représente. Et donc du coup, j'ai un parcours, on va dire, un peu particulier. J'ai grandi, je suis né en fait en France métropolitaine, à Saint-Denis, donc dans le 93 pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ans. Et c'est effectivement après, tu sais, je pense qu'il arrive à un moment dans la vie où, en tout cas des parents, où il devient important de se dire mon enfant, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. D'accord. Et en tout cas à l'époque, Saint-Denis ne représentait pas forcément un lieu d'avenir, en tout cas. Et du coup, c'est pour ça que mes parents ont fait notamment le choix de rentrer en Martinique. Et du coup, j'y ai grandi depuis du CE1 jusqu'au collège. Okay, parce qu'après, du coup, pendant le collège aussi, j'étais amené du coup à voyager un peu, entre guillemets. Je suis encore allé dans une île. Ça a été aussi une belle aventure. Je suis allé à Mayotte. Donc j'ai fait 3 ans là-bas. Et du coup, je suis revenu en Martinique. Et c'est là que j'ai fait ma terminale et qu'on s'est croisés ensuite en classe préparatoire. D'accord, ok. Donc c'est intéressant. Mais du coup, comment tu as vécu ces changements d'environnement, de passer de la France hexagonale à la Martinique, puis à Mayotte et revenir à la Martinique? Est-ce quelque chose que tu as bien vécu ou tu aurais voulu rester que en hexagone, par exemple, ou en Martinique? Comment tu... En fait, dans la casquette de l'enfant que j'étais, c'est un changement qui fait... En fait, le changement, ça fait souvent mal d'un certain point de vue. Même à l'âge de 5 ans, je crois que j'avais déjà premiers amis et tout. Ouais. Et quelque part, on pourrait se dire, c'est dommage parce que du coup, c'est des gens que jusqu'à maintenant, j'ai perdu le contact. Et ça aurait pu être peut-être beau de se dire, voilà, j'ai une amie ou un ami... que je connais depuis la maternelle, aujourd'hui je peux pas le dire. D'accord. Mais justement ça m'a permis aussi de découvrir la culture antillaise, que j'aurais peut-être pas autant connue si j'étais pas rentré au pays. D'accord. Et du coup ça m'a permis, je pense, de me développer, d'avoir une capacité à m'adapter sur on va dire la vie grosso modo, voir de nouvelles cultures. Je me souviens à mon arrivée, j'ai apporté aussi peut-être de la nouveauté parce que on rigolait un peu de mon accent, un peu métropolitain. Oui, je vois. Et moi, de la même façon, du coup, j'entendais vraiment l'accent antillais. Que quand on y a grandi, qu'on n'entend pas, en fait. On s'en aperçoit seulement quand on quitte son île. Et donc, du coup, j'ai pas mal aussi, pas souffert, on va dire, mais quand je suis parti à Mayotte, effectivement, j'avais déjà, on va dire, plus d'attaches, effectivement, avec pas mal d'amis. Ouais. Et effectivement aussi, ça a été une période, je le cache pas, un peu difficile, parce que je l'avoue, je suis quelqu'un qui aime pas mal tout ce qui est, on va dire, le digital, etc. Oui. Et effectivement, c'était pas très avancé à l'époque, et maintenant, c'est devenu, on va dire presque comme en Martinique, on retrouve des technologies assez avancées. D'accord. Mais à l'époque où j'y étais, effectivement, la DSL, ça n'existait pas. Ouais. Et mais après, justement, ça m'a permis de voir d'autres choses, justement, oui, de voir de nouvelles cultures, et au final aujourd'hui j'ai grandi avec ça et j'en suis très au final reconnaissant, tu vois, très fier d'avoir grandi avec toutes ces cultures, en fait. D'accord.
Donc du coup, est-ce que tu te définirais comme un Martinico-Sénégalo-Français avec une petite touche de Mayotte, ou juste 100% plus, tu te sens plus, en gros, tu te sens plus martiniquais, plus de Mayotte, plus du Sénégal, ou c'est un mélange de tout ça, et voilà, ton identité est multiple en fait. Alors, c'est une question assez que je me suis posée pas mal de fois, et au final, j'ai la réponse très simple. Je suis à la fois martiniquais et sénégalais. D'accord. J'ai forcément plus, étant donné que j'ai grandi en Martinique, donc forcément, je parle le créole. Bien sûr. Les musiques que j'écoute sont pas mal aussi caribéennes, etc. Au Sénégal, par exemple, je suis parti en vacances, mais je dirais pas non plus que je connais aussi bien la culture sénégalaise que la culture martiniquaise. Okay. Mais je dirais pas que du coup je suis pas sénégalais, tu vois. Donc je suis un sénégalais, je mange sénégalais. Tout à l'heure, je t'ai fait un repas sénégalais. Oui, on a mangé un très bon yassader, je recommande. Si vous voulez venir goûter un très bon yassader, venez chez Isbo. C'est ça. Donc voilà, je prends vraiment ce qu'il y a à prendre, on va dire, pas de meilleur, mais voilà, je suis, on va dire, tout ça en fait. Je suis à la fois martiniquais, je suis à la fois sénégalais. Je suis pas mahorais, mais j'ai des amis, j'ai un très bon ami jusqu'à maintenant qui est lui de Mayotte. Donc voilà, je suis un enfant du monde. D'accord. Très, très belle formule, on la retiendra. D'accord. Et du coup, donc moi je veux savoir comment tu décrirais du coup ta vie, notamment le temps que tu as passé en Martinique, parce que c'est là que tu as passé le plus de temps du coup. Comment tu décrirais ta vie sur l'île? Je sais pas, j'ai très bien compris la question, c'est-à-dire dans le sens, comparé par exemple à la France hexagonale, à la vie sur Paris, comment tu décrirais l'environnement en Martinique, les spécificités pour toi, enfin quelles sont les différences en gros entre la vie en Martinique et la vie en hexagone? Je dirais, déjà après on est pas mal conditionné par la condition géographique. C'est pas tous les jours que je vais à la plage à Paris. Oui, c'est sûr. Mais de la même façon, c'est pas tous les jours que j'allais à la plage en Martinique. Parce que tu t'habitues un peu au cadre et... C'est ça. D'accord. Donc effectivement, je commence à rigoler avec ça, mais effectivement, quand tu vis en fait au paradis, j'ai envie de dire, tu t'en rends pas compte que tu y es. Tout à fait. Et c'est typiquement au moment où j'ai quitté la Martinique pour aller à Mayotte que je me suis rendu compte d'à quel point la Martinique était belle. D'accord. Et que sa culture, etc. Par exemple, avant, j'écoutais pas de zouk et je sais pas, je me suis mis à écouter du zouk au moment où... parce que t'avais peut-être ce besoin de retrouver... C'est ça. D'accord. Donc du coup, en termes de différence, forcément, on s'adapte en fait. C'est-à-dire que je m'attends pas en fait à trouver un métro en Martinique. Enfin, quand je viens en Martinique, je viens pour la Martinique. Je viens pas pour le métro qu'il y a à Paris. Donc du coup, je les compare pas forcément. Du coup, quand j'y suis. Mais j'en profite différemment, c'est-à-dire que voilà, en Martinique, je sais que je vais passer de bons moments, par exemple au cocktail naturel, que ce soit la caravelle, et trucs comme ça. À Paris, ça va être différent, quoi. D'accord, je comprends. Ok, très bien. Et du coup, donc tu m'as dit, donc on s'est rencontrés en prépa du coup pour les, on a fait du coup une prépa HEC du coup pour les écoles de commerce. Si tu avais eu la possibilité de ne pas partir, est-ce que tu l'aurais fait? Ou pour toi, je veux dire, comment tu as vécu le fait de devoir partir pour continuer ses études? À ce moment-là, moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais peut-être déjà l'habitude de partir. D'accord, ok. Donc, c'était pas pour moi la première fois que je quittais la Martinique. Oui. Et donc, du coup, cette étape-là, je l'avais peut-être déjà passée. Et donc, je me suis pas forcément posé cette question. C'était presque pour moi une évidence. C'est-à-dire que les écoles, elles étaient effectivement en métropole. Donc, j'avais pas cette peur de me dire, je vais quitter du coup mon cercle, ma zone de confort. Et justement d'être lâché entre guillemets dans un bain un peu nouveau. Typiquement c'est ce qui m'est un peu arrivé, c'est-à-dire que j'étais de la classe le seul à être arrivé dans l'école où je suis arrivé. C'est une école de commerce à Bordeaux. Oui, d'accord. Okay. Et du coup je me suis très bien adapté. Je suis arrivé tout seul et ça s'est très bien passé. Quand tu dis le seul, c'est le seul de la promo de Martinique? Seul de la promo de Martinique, en tout cas de notre école. Ouais. Ok, d'accord. Ok, je vois. D'accord. Et du coup, comment s'est passée cette intégration du coup? Tu t'allais dans les soirées, comment tu faisais pour créer ton cercle social à l'école? C'est vrai que à ce moment-là, je crois que je m'étais même préparé, on va dire mentalement, avant d'arriver, parce que je
pense que si tu fais pas cette préparation mentale, tu peux être comment dire, choqué. Enfin, pas choqué, mais tu peux mal le vivre. Tu peux mal le vivre, tu peux être désemparé. Enfin, les soirées qu'on a par exemple, je parle des soirées parce que bon, c'est quand même quelque chose qui nous marque dans notre vie. En même temps, enfin là, on était à une époque de notre vie, on était étudiants, donc forcément, ça reste important jusqu'à maintenant, mais c'était encore plus important. Je pense, c'est ça. Et on sort de 2 ans où on a travaillé d'arrache-pied. Je suis d'accord. Et typiquement, enfin, quand je dis soirée, on va dire plus de la vie sociale, mais en tout cas, pas mal de soirées, du coup. Il y a pas mal de différences, effectivement, entre les soirées antillaises, les soirées qu'on peut retrouver en France métropolitaine. Et c'est là où il faut être capable, par exemple, de s'adapter des fois pour des trucs bêtes. Ça peut juste être le type de musique. Chez nous, on va écouter du dancehall, de la musique caribéenne. Je vais pas faire de clichés non plus, tu vois. Mais ça peut arriver, voilà, qu'on va plutôt écouter de la house en métropole. Donc, si tu te mets pas un peu dans un mood où il se peut que tu écoutes de la house dans un apéro. Il faut que tu sois prêt à ça. Il faut que tu sois prêt à ça, tu vois. Et je pense que il y en a qui n'ont pas forcément fait ce travail-là. J'ai vu certaines personnes justement un peu se renfermer et justement un peu sortir justement du cercle un peu métropolitain et ce qui est un peu dommage. Mais du coup, tu dirais que donc là, tu parles d'Antillais que tu as vu qui ne se sont pas vraiment adaptés. Voilà. Et qui sont du coup. Alors, quelles attitudes ils avaient? Ils restaient du coup dans leur coin ou comment ça se passait du coup pour eux? Enfin, de l'extérieur, comment tu le voyais? De l'extérieur, en fait, on pouvait voir, on va dire, et c'était un peu le retour que j'avais de certains amis, c'est que en fait, même moi, j'allais aussi dans le groupe, entre guillemets, des Antillais. Parce que, si tu veux, on nous voyait, on va dire, un peu en clan. D'accord. Mais tout le monde ne faisait pas l'effort de sortir justement de ce groupe et d'aller voir un peu, justement, les autres cultures, etc. D'accord. Donc, c'est un peu ce que j'ai pu voir. Après, il y a peut-être d'autres expériences qui prouvent le contraire. Justement, ce point-là, ça me fait... je vais rebondir dessus parce que ça me parle aussi, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi dans mon école. C'est que, en fait, effectivement, donc on avait... t'avais du coup des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais. Et c'est vrai que dans l'amphithéâtre, donc tu vois, t'avais 300 élèves. Et tu voyais, la majorité était blanc, tu vois. Et du coup, tu voyais le petit groupe sur les côtés, et c'était les Antillais. Mais ça, tu vois, effectivement, il y a eu j'ai eu certains d'entre eux qui, comme chez toi, en fait, dans ton école, ils sont restés qu'entre eux, ils sont pas mélangés au reste du groupe, au reste de l'école. Et notamment, j'ai une amie à moi qui elle, n'allait pas dans les soirées, elle voulait pas s'intégrer. D'accord. Elle a pas trop fait d'assaut, donc voilà. Et ça, tu vois, je me suis posé la question dessus. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui explique ça? Et je pense que, en fait, c'est d'un côté, je me dis, tu vois, alors j'ai une vision, voilà, par rapport à ça qui est, comment dire. D'un côté, je me dis, c'est un peu dommage parce que t'as fait tout ce chemin-là et entre guillemets, tu ne profites pas, ou en tout cas, tu ne testes pas les expériences que tu peux avoir ici. Mais de l'autre, je peux le comprendre parce qu'en fait, comme tu l'as dit, si tu te prépares pas psychologiquement, typiquement, entendre de la house c'est pas en soi, c'est pas grave, mais je veux dire, ça se rajoute à plein d'autres expériences, que ce soit la température, la différence culturelle aussi quelque part, parce qu'il y a ok, on est français, on parle français, mais il y a quand même des différences dans les façons de faire, dans les façons de rigoler, de s'amuser. Et je peux comprendre que certains se réfugient dans l'aspect communautaire et rester entre eux parce que ils ont besoin de ça pour tenir. Donc c'est vrai que c'est délicat. Après, je me dis, chacun réagit comme il le sent. Mais effectivement, tu vas dans une école où tu vas rencontrer des gens de partout. Ouais. Parce que c'est vrai que chez nous, peut-être en tout cas en Martinique, parce que je sais qu'à La Réunion, c'est différent. Il y a plein de communautés variées. Mais en Martinique, c'est plutôt une population noire essentiellement. T'as quelques Européens, t'as quelques Indiens, Asiatiques, mais en majorité, 80% de la population est noire. Donc il n'y a pas beaucoup de communautés tellement différentes. Ouais. Donc tu n'as pas accès à des gens d'autres horizons. Alors que quand tu arrives ici, en école, tu as accès à donc, ça peut être intéressant. Mais voilà, t'en penses quoi Non, je suis assez... je te rejoins sur le point. Après, peut-être que certains ne veulent pas tomber dans le paraître, c'est-à-dire être faux. Se forcer un peu, et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie d'interagir, ce qui est totalement possible, si tu veux pas interagir avec une personne. Et peut-être qu'on a peut-être un caractère qui le montre plus que d'autres.
D'accord. Ce point a l'air intéressant. C'est-à-dire, tu veux dire, certains peuvent paraître beaucoup plus francs dans leur. Ça se voit qu'ils veulent pas se mélanger. Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être que dans la façon de démontrer, on démontre pas non plus un désintérêt, mais peut-être qu'au lieu de se forcer, certains vont préférer être franchement, on va dire, désintéressés, d'accord, ok. plutôt que, on va dire, de faire semblant. D'accord, etc. ok. Je comprends. D'accord. Ok. Oui, non, mais c'est vrai, oui. Mais du coup, ouais, donc toi, tu me disais que t'as pas eu cette problématique d'intégration, t'as très vite. Mais du coup, quand tu dis que tu étais intégré, est-ce que tu l'as fait entre guillemets, en mettant de côté ton côté entier, c'est-à-dire à te mettre à aller que dans des soirées où il y avait la house, par exemple, ou t'as fait un mélange des deux, c'est-à-dire que tu faisais des soirées, tu mettais quand même du son entier, t'essayais de faire autant que toi tu découvrais une culture différente, toi tu faisais découvrir la tienne. Comment t'as... Alors ouais, effectivement, je suis toujours dans malgré moi, je suis toujours dans pas un objectif, mais dans une démarche qui va toujours essayer de représenter de là où je viens. D'accord. C'est-à-dire que je vais arriver dans un apéro, par exemple, justement, métropolitain, je vais forcément essayer tu mettras ta petite touche. voilà, d'intégrer aussi quelque chose, tu vois. D'accord, okay. Je vais faire écouter voilà, ce qui se passe, mais je vais aussi leur faire écouter, et souvent ils apprécient ces initiatives, ils disent ouais, ça vient d'où, justement, ça vient des Antilles, et ils sont contents. D'accord. Donc non, moi je garde toujours mon côté antillais, sénégalais, et voilà. D'accord. Partout où je vais. D'accord. Donc on peut dire que voilà, tu es fier de tes origines et t'as pas de problème à les montrer. Tu vas pas te... Comment dire j'ai pas les mots. Typiquement, on va me poser la question d'où tu viens. Ouais. Je vais pas répondre tout simplement je suis français. Je vais dire mais je suis originaire de Martinique, Sénégal. D'accord, ok. Très bien. D'accord. Et du coup, pour continuer sur le sujet de la culture, donc voilà, tu disais que tu mettais ta petite touche antillaise. Étant donné que voilà, tu étais loin géographiquement des Antilles, en tout cas de la Martinique, comment tu faisais pour garder ce contact, ce lien? Est-ce que c'était à travers avoir ton groupe d'amis antillais, ou par rapport à la nourriture, la musique? Comment tu entretenais ça? Typiquement, je prenais l'avion tous les samedis, on va dire. Je veux bien le croire. Mais c'était plutôt musicalement. D'accord. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être dans une ville étudiante assez dynamique. Avec une communauté antillaise assez bien représentée. Donc c'était la ville de Bordeaux. Je trouve que ça m'a fait que c'était une très belle ville pour un étudiant qui vient des Outre-mer. Parce que d'une part, par rapport à ce qu'aujourd'hui je suis à Paris, et du coup je peux faire un peu on va dire la comparaison. Je pense que on est sur un entre-deux. On n'est pas non plus dans une vie trop en mode fast life, et du coup ce qui peut provoquer peut-être du stress, une difficulté à s'adapter, déjà aussi par le climat. Le climat est beaucoup plus doux, même sur les... c'est bête, hein, mais sur le visage des gens, on y sent moins stressé, et c'est beaucoup plus plaisant. Mais grosso modo, la question de base... non, c'était pour savoir comment t'as gardé le lien avec ta culture antillaise. Voilà. Ouais, effectivement, du coup, par rapport au lien, j'avais du coup un cercle d'amis antillais. Donc, les soirées antillaises étaient du coup le vendredi ou le samedi. Et les soirées, on va dire, d'école étaient plutôt en semaine, donc le mercredi. Donc, du coup, je faisais les soirées du mercredi, où du coup, je suis socialisé. Tu faisais un marathon de soirée, quoi. C'est ça. Et le samedi, j'étais dans mes soirées antillaises, et ça me fait beaucoup de bien de le retrouver. Donc, t'avais le côté à la fois, voilà, les soirées à la métropolitaine et les soirées antillaises. C'est ça. Moi, la house le mercredi et mon compas le samedi. Du coup, tu continues que c'est de la house ou Eh ben écoute, j'écoute de la house, de la bass house aujourd'hui. J'écoute du dancehall, j'écoute de la trap, j'écoute un peu de tout. D'accord, c'est bien. Mais c'est vrai que, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, notamment que voilà, par rapport à Bordeaux et Paris. Je sais pas si les auditeurs le savent, mais effectivement, la communauté antillaise est très présente dans les villes comme Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon aussi un petit peu. Mais voilà, on les trouve essentiellement sur Paris, dans les villes du sud, là où il fait le plus chaud. De plus en plus. Exactement. Là où il y a le carnaval, j'ai envie de dire aussi. Oui, c'est vrai. Mais parlons-en du carnaval. Et c'est vrai qu'effectivement, voilà, c'est aussi une manifestation de
je pense, de ce besoin de la communauté antillaise, antillo-guyanaise de perpétrer sa culture. C'est-à-dire que, bah voilà, chez nous, c'est une institution, le carnaval. On n'a qu'à voir, là, on est en période de pandémie mondiale et on voit qu'en Martinique, il y a des vidées sauvages et les gens, malgré les restrictions, malgré le risque de se contaminer, ils vont faire leur vidée. Donc voilà, donc ça peut dire qu'effectivement, il y a des carnavals chaque année donc, dans les villes de Toulouse, Montpellier et Bordeaux. Et voilà, ça génère. Je vois sur ton. Là, on peut pas voir malheureusement, mais si vous voyez le visage d'Ismaël, je vois ça s'illumine. Je pense que. Le carnaval, ça rappelle toujours de très bons souvenirs. Très bons souvenirs. Ouais. Surtout quand il va à Montpellier. Je pense à Montpellier, je pense à Bordeaux aussi. Et je pense que bientôt Lyon, ça va être une destination aussi qui sera pas mal. Ok, très bien. Et tout à l'heure, tu as parlé de la langue créole, voilà, que tu parlais le créole. Ça, tu vois, typiquement, c'est tout bête, hein, mais effectivement, quand je suis arrivé ici, pareil en école et tout, que j'ai fait les soirées, cet aspect-là, quand je me retrouvais avec des amis antillais ou antillo-guyanais, et cet aspect-là, tu vois, c'était quand même important. C'est-à-dire que dans le sens où, quand tu as une soirée avec des métropolitains, tu vas difficilement pouvoir parler créole parce qu'ils comprennent pas forcément, à part s'il y en a un qui connaît. Quoique, il y a des exceptions. Quand on vient d'arriver, ouais. Ce qui peut nous arriver, c'est qu'on ne se rend pas compte que certains mots créoles ne sont pas français. Oui. Oui. Typiquement, je pense à... pas français, mais mal dit, on va dire. Par exemple, on va dire je vais me baigner en créole. Tout à fait. Ce qui ne se dit pas réellement en français. On fait du... comment ça s'appelle ? C'est un créolisme. Voilà, créolisme, par exemple, pose ça à terre, oui. je veux dire par terre, des trucs comme ça, ou bon, voilà. Mais du coup, ça, tu veux dire que, quand tu dis ça, c'est-à-dire que les métropolitains vont potentiellement te faire la remarque, te dire qu'on comprend pas ce que tu dis, ou du coup, tu vas, ils vont comprendre, mais ils vont pas comprendre que du coup, tu n'as pas fait de faute. Ah d'accord, ok. Ils vont penser peut-être que tu as fait une faute du coup de français, mais en fait c'est du créolisme, et du coup il faudra leur expliquer que ça se dit comme ça en créole. D'accord. Donc voilà, c'est ce genre de situation. Ou sinon on peut avoir aussi des expressions très antillaises ou le cheap, il y a ce genre de réaction. Quoi. D'accord. Oui, c'est vrai que eux ils sauront pas que c'est en fait quand on dit je vais me baigner, c'est une traduction de manquer de baigner quoi. Et ça veut pas dire on va. C'est ça. Et ça veut dire on va prendre une douche. J'ai pas pris le meilleur exemple, mais j'ai compris. Non mais c'était très très clair. J'ai déjà eu cet exemple. Ouais. Je vais me baigner, on m'a dit mais tu vas à la plage ou j'ai dit non, je vais prendre ma douche, tu vois. Exactement. Et eux ils comprennent pas, ils étaient là mais moi je comprends pas pourquoi tu comprends pas, c'est clair ce que je dis, tu vois. C'est ça. C'est comme la timbale. La timbale. Exactement, tout à fait. On connaît. C'est ça. Ok, d'accord. D'accord. Et du coup, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast ? Bah écoute, je soutiens tous les projets justement qui ont du sens. Merci. Et donc du coup, je trouvais intéressant justement de donner la voix aux ultramarins. J'entends pas spécialement d'autres, en tout cas je sais pas comment on appelle ça, mais d'autres podcasteurs ou d'autres podcasts justement qui traitent ce sujet-là, donc je trouvais que c'était une bonne initiative, donc pourquoi pas donner de la good vibes dans cette initiative. Alors à préciser pour nos auditeurs, voilà, Ismaël c'est quelqu'un de très positif et je pense que la good vibe, si on devait lui choisir un slogan entre guillemets, je pense que good vibes, en tout cas un motto, un life motto, quelque chose qui te définirait. Je pense que good vibes, c'est ça. Only good vibes. C'est ça. La vie est trop courte. Surtout, en plus, vu la période qu'on traverse. Exactement. Franchement, je pense que il faut se dire, pouvoir saisir les opportunités qu'on a au jour le jour et passer à l'action et vivre le moment présent, quoi, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça paraît banal en fait, mais tu vois, t'imagines, tu te rends compte que là, ça fait 1 an que on n'est pas allé en boîte de nuit, quoi. Ça fait 1 an qu'on n'a pas dansé, ça fait 1 an que... Je pense que tu exagères. Non mais après, on n'est pas obligé de savoir. Mais... Non, en fait, on a fait 2 soirées cet été avec Ismaël. On allait au Chalet du Lac et c'était... Les gens ont pas besoin de savoir. Ok, bon, d'accord. C'est toi qui a... Moi, je suis resté général, c'est toi qui a voulu... Bref. Bon, et du coup... Oui, donc ça fait 1 an que les boîtes sont fermées. Voilà, ça fait 1 an qu'il y a des musiques qui sont passées, on n'a pas pu danser dessus, donc oui, tout ça pour dire que on sait pas de quoi demain est fait et il faut profiter.
Et du coup, tu disais donc tu veux soutenir les démarches voilà qui mettent en avant la culture antillaise, etc. les DOM. Du coup, tu trouves que c'est quelque chose est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui manque? Enfin, pourquoi tu penses ça et qu'est-ce qui fait que tu te dis qu'il y a un manque peut-être de visibilité des Antillais dans les médias et en général? C'est plus un ressenti. J'ai pas forcément fait les recherches pour confirmer qu'il y a un manque, mais de ce que je vois aujourd'hui, je nous vois très présents sur tout ce qui est... Enfin, très présent. On est pas mal présent, je trouve, en musique. D'accord. Je trouve qu'on est pas mal présent, que ce soit au niveau des productions qu'on a, même de plus en plus, on voit qu'on s'intéresse à la culture caribéenne. On entend de plus en plus des rythmes caribéens. Dans les musiques commerciales, type Aya Nakamura, si on peut la citer. Tu peux citer des marques et des artistes. Là, actuellement, comment tu te sens dans ta vie sur Paris? Est-ce que c'est une vie qui te correspond? Est-ce que tu te dis j'en ai marre, j'ai envie de rentrer? Tu te vois rester ici sur le long terme? Comment tu te situes Donc du coup, forcément, la réponse que je dis aujourd'hui, c'est une réponse qui est valable qu'aujourd'hui. D'accord. Okay. Mais du coup, aujourd'hui, pour répondre à ta question, je dirais que je suis à un équilibre en étant à Paris. Okay. Un équilibre qui pour le moment me convient. C'est-à-dire que je peux rentrer effectivement voir la famille pour des vacances. D'accord. Et j'avais dire que l'avantage, entre guillemets, peut-être d'aujourd'hui, en tout cas de ne pas y vivre, c'est de pouvoir toujours avoir cet œil nouveau en revenant, que j'ai peur de perdre en y restant. D'accord. Je parle de la Martinique. Donc pour l'instant, tu te vois plutôt rester ici. Voilà, pour le moment, effectivement. Après, faut se l'avouer, il y a des raisons économiques. Oui. Donc aujourd'hui, si je reste à Paris, c'est pas forcément pour le beau temps. D'accord. Il faut se l'avouer. Okay, d'accord. Je te rejoins tout à fait, ok. Mais effectivement, voilà. Paris, je vais pas cracher non plus sur Paris. Paris, c'est une très belle ville aussi. Okay. Non, mais c'est une très belle ville. On s'en rend peut-être pas compte parce qu'on a tendance à partir justement en été. Et en été, justement, à Paris, c'est très beau. On a tendance aussi à dire que la vie est peut-être très rapide, etc. Je pense que chacun peut trouver son propre rythme. Et qu'on n'est pas obligé de se laisser influencer par son entourage. Et on n'est pas obligé d'être tout le temps à droite ou à gauche, je me souviens plus, dans l'escalator. ce qui est très parisien. C'est-à-dire que quand tu arrives à Bordeaux, tu n'as pas cette question à te dire est-ce que je me mets à gauche ou à droite dans l'escalator. C'est un truc que quand tu arrives à Paris, il faut que tu saches que tu dois te mettre à droite si tu ne vas pas vite. Si tu ne veux pas avancer, si tu ne veux pas marcher dans l'escalator, faut que tu c'est ça. Donc c'est un choix de vie. Mais après, tu vois, par rapport à ça, sur ce point-là, j'aurais du mal à te rejoindre dans le sens où je me dis l'environnement quand même conditionne un peu ta façon d'agir. Alors après, ça dépend de si tu es plus ou moins hermétique ou pas à ça. Mais tu vois, typiquement, je vais parler de mon cas, mais tu vois, on est allé du coup au carnaval de Montpellier du coup en février, juste avant le confinement. Et c'est vrai, et je vous l'avais dit en groupe que quand on s'est baladé dans Montpellier, entre guillemets, je marchais lentement. En fait, je marchais normalement, mais c'est juste que je marchais plus aussi vite et rapidement et de façon pressée que comme j'étais à Paris. Et c'est parce qu'en fait, tout autour de nous, déjà, au niveau de la configuration de la ville, je trouve que, et ça c'est, je pense, un peu pour toutes les villes en dehors de Paris, c'est que t'as de l'espace. C'est-à-dire que les rues, les trottoirs, tout est un peu plus ouvert. Et tu te sens moins oppressé et t'as moins de monde. Et les gens aussi marchent beaucoup plus lentement, du coup, t'as pas de raison d'aller vite, puisque tout est un rythme, enfin, tu t'adaptes au rythme, tu vois. Et comme à Paris, les gens sont pressés, tu vois, ça va vite, les gens vont choper leur métro, tout ça, et puis t'as aussi le fait que t'as une densité de population qui fait que t'as plein de gens autour de toi, et enfin typiquement, quand tu sors par exemple à Saint-Lazare ou dans les grands lieux, genre à Châtelet, où t'as une foule de personnes qui avancent à un rythme, je veux pas dire que tu ne peux pas marcher à la vitesse que tu veux, mais ça va être, si tu veux pas qu'on te bouscule, en fait, t'es obligé d'avancer, tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que t'en penses? Encore une fois, tu vas rester. En fait, ça revient à ce que je disais, c'est que chacun doit trouver son rythme et ne pas se laisser influencer par son entourage. Je comprends effectivement qu'il y a des moments où tu vas peut-être amené à marcher un peu plus vite que d'autres, mais on va dire de façon plus générale, plus globale. Moi, typiquement, ce que j'aime bien faire des fois, juste pour me moquer un peu de cette ville parisienne, j'aime bien faire semblant de courir dans les métros pour faire penser aux autres que
le métro arrive, Ouais. et subitement tout le monde court. T'es un peu sadique, ça se fait. Alors qu'il n'y a rien en fait. Ouais, d'accord. Et moi ça m'amuse, tu vois, je me donne un peu de joie comme ça. Ouais. Alors, chers auditeurs, vous entendez comment on se donne la joie à Paris. On court sur le quai du métro pour faire. Elle est pas mal celle-là, ok. La vie est courte, chaque moment de joie est important. Oui, non, mais t'as raison. Je te taquine. Ok, donc tu t'amuses à faire des petites expériences comme ça. Voilà, et ça fonctionne. Ok, oui, bah oui. Non, mais... C'est l'effet mouton. Oui, je suis d'accord. Mais c'est comme, tu vois, typiquement, quand tu peux faire un test dans la rue, tu t'arrêtes à un endroit et tu regardes le haut d'un immeuble, mais pendant longtemps, hein, et tu restes là immobile, et les gens vont commencer, déjà les gens vont commencer à regarder dans la direction que tu regardes, ils vont continuer à marcher, certains vont même s'arrêter, et en fait, au final, tu auras un attroupement alors qu'il n'y a rien. Hein. Ah ouais. Mais oui, ils ont montré une vidéo comme ça, bon, ça date, hein, c'est il y a 5-10 ans, mais oui, ces phénomènes où les gens suivent... ouais, l'effet de masse. L'effet de masse, quoi. Donc ok, donc toi, quel est ton rythme du coup à Paris alors? Mon rythme, il dépend des jours. Mhm. En semaine, je vais avoir tendance à avoir un rythme, on va dire, parisien. D'accord. Si je suis à l'heure, je vais marcher comme quelqu'un qui est à l'heure. D'accord. Si je suis en retard, je vais marcher comme Tu vas quelqu'un qui est en courir. retard. D'accord. Et le week-end, là, je suis totalement déconnecté. Ok. Je serai toujours à droite, donc du coup, je laisse passer les gens qui sont pressés. Ok. Et il y a quand même un effet relaxant à Ouais. être à droite Oui, je suis d'accord. quand d'autres sont pressés. C'est-à-dire que oui, tu prends le temps vraiment d'apprécier le moment C'est ça, et ouais. t'es plus dans... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette vie parisienne... Après, encore une fois, comme tu le dis, hein, moi j'aime beaucoup Paris parce que c'est une ville où t'as plein de choses à faire, en termes de culture, en termes de restauration, en termes de diversité, de gens, de culture. Enfin, c'est juste stimulant tout le temps. Enfin, je veux dire, bon, là, on peut pas trop en profiter, mais je veux dire, en temps normal... Enfin, je veux dire, typiquement, moi j'aime beaucoup les restaurants, tu vois. Ouais. Et à Paris, t'as un choix, mais Non, limite infini. Et ouais. en fait, bon, en dehors de budget, mais tu vois, t'as un choix tel que toutes les semaines, tu peux faire une nouvelle découverte, tu vois, et jamais tu vas t'ennuyer par rapport à ça. Donc voilà, en plus de l'architecture, qui a une charge d'histoire entre Notre-Dame, Montmartre, la Tour Eiffel, enfin voilà, tous les lieux emblématiques de Paris, c'est une belle ville. Après, c'est vrai que comme partout, il y a ses avantages et ses inconvénients. Autre bon point aussi, on en a pas parlé, mais ça vient un peu avec ce que tu dis, c'est que la probabilité de croiser une personne à Paris, elle est faible. Ah, c'est sûr. Avantage et inconvénient, mais plutôt avantage quand on vient des îles, on sait ce qui peut s'engendrer. Non, mais c'est vrai. Alors, oui, comme toute situation, voilà, moi je suis un peu... je suis balance, donc je suis quelqu'un d'assez équilibré, donc à chaque fois je vois les deux côtés de la question. Et donc, l'avantage, effectivement, d'avoir une population... il y a 2 millions d'habitants dans Paris intramuros, et je crois 10 ou 12 millions en Ile-de-France, donc ça fait... Il y a du monde, quoi. Ok. Donc, effectivement, l'avantage, c'est que tu vas pas croiser... Enfin, il y a très peu de chances que tu recroises des gens que tu connais, même des potes à toi, voilà. Et du coup, effectivement, on a connu ça dans nos îles, enfin en tout cas en Martinique. Hein. Après, je pense que c'est quand même quelque chose d'insulaire, c'est que vu qu'on n'est pas beaucoup, on est sur un petit territoire, il y a cet effet, comme on dit chez nous, de maquerelle. C'est-à-dire que les gens vont s'occuper de ta vie alors que tu n'as rien demandé. C'est ça. Et certains n'aiment pas ça. Et voilà. Mais après, ça peut avoir un autre avantage, c'est que ça crée plus de solidarité, plus d'entraide. Et voilà, donc ce qu'on n'a pas tellement à Paris. Enfin, je veux dire, à Paris, si tu ne vas pas vers les gens, chacun fait sa vie, c'est assez individuel. Et voilà, donc après, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement. Mais il faut dire que voilà, c'est un fait et chacun, on peut y trouver son compte ou pas. Mais après, tout dépend de ce qu'on veut et là où on se sent bien. Mais comment dire, la différence se trouve là, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, alors vu que voilà, t'as grandi, t'as fait Martinique, Mayotte, justement par rapport à cet aspect de tranquillité, ou de cet aspect un peu plus insulaire où tout le monde se connaît, dans quel environnement qu'est-ce qui te convient le mieux, ou est-ce qu'il y en a un, ou peu importe, tu t'adaptes. Tu veux dire du fait de pouvoir recroiser des gens Ouais, dans le sens, en gros, est-ce que tu préfères être en anonyme dans une grande ville, Ouais. ou t'aimerais bien, genre chaque fois que tu vas faire tes courses, tu vas avoir la voisine ou l'amie, une collègue à ta mère, ou ton ancien pote du collège, tu vois, que c'est en Martinique, D'accord. tu vois. Ouais, qu'est-ce que... C'est une très bonne question et je pense que c'est parce que je suis quasiment sûr que je préfère d'être un semi-anonyme. D'accord. Je dis semi-anonyme parce qu'en fait on a tous au final un périmètre dans lequel on navigue globalement dans une semaine. Okay. On va peut-être faire nos courses très souvent. Je prends un exemple un peu au hasard, hein, dans un supermarché, un Carrefour, un Leclerc. Ouais, bien sûr.
au final, je caricature, mais la caissière, elle change pas tous les samedis. Oui. Donc, au final, il y a certaines habitudes, même le vigile que tu verras. Enfin, tu lui diras bonjour. Moi, typiquement, quand je suis à Levallois, je dis bonjour au vigile quand je rentre à Sceaux-Ouest. D'accord. Et il me salue. Enfin, on retrouve cet aspect, on va dire, un peu qu'on avait dans les îles. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu veux aussi disparaître, qu'on ne te connaisse pas, tu as cette possibilité. D'accord, je vois. Donc c'est plutôt sympa ce côté-là. Je vois. Alors effectivement, dans les îles, c'est pas le cas, quoi. Enfin, tu fais le tour de l'île. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nos auditeurs, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais la Martinique, c'est une île qui fait 70 km de long sur 30 de large. Donc en fait, en gros, en 2h30 en voiture, 3h grand max, t'as fait le tour de l'île, quoi. Donc voilà, après c'est une île magnifique, t'as des magnifiques paysages. Mais comme tu dis, effectivement, tu auras moins cette possibilité de t'évader, entre guillemets, à part si tu prends l'avion ou le bateau. Mais dans ta semaine régulière, quand tu travailles et tout, tu vas forcément croiser des gens que tu connais, quoi. C'est ça. J'ai vu la fille de Marie-Joseph avec Joseph. Très belle imitation de l'accent, c'est carrément ça. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça, c'est que tu fais un pas dehors et typiquement tes parents sont déjà au courant de ta vie alors que t'es pas encore rentré, quoi. C'est exactement ça. Bah écoute Ismaël, je pense qu'on on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Ça m'a fait très plaisir que tu y participes. Si tu avais un message, pour rester dans la veine en termes de visibilité, représentativité des gens des DOM, si tu avais un message pour tes compatriotes, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire typiquement? Parce que ce podcast s'adresse avant tout aux ultramarins, mais pas que aux ultramarins, mais s'adresse aux ultramarins, donc qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Je dirais ne vous fermez pas de porte. Poussez-les plutôt. D'accord. Et vous verrez peut-être de belles choses derrière ces portes, justement. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup, Ismaël, pour... c'est moi qui te remercie. Merci. Pour ce beau témoignage, fort de toutes tes expériences et de tout ton parcours, quoi. Je vous remercie, vous aussi, chers auditeurs, de nous écouter, d'accorder du temps à ce podcast. Vous pouvez nous retrouver donc sur notre Instagram, @dumptalk, le podcast. Je vous invite à nous retrouver aussi sur les plateformes d'écoute telles que Spotify et Apple Podcast. Notez ce podcast, mettez-lui 5 étoiles. et voilà, du coup, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Chamberet Pamoli, un lot de soleil.